Eh bien, le bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle preview aujourd'hui. Euh, Nous allons faire la preview aujourd'hui des Baltimore Ravens, mon équipe certes de cœur, mais je suis là juste en tant que présentateur. Nous serons du coup accompagnés ici d'un présentateur aussi des Ravens, d'un très grand fan de Dax. Je te laisse te présenter et faire ta petite pub. Dax, bienvenue à toi et pour ta première sur ce podcast ici. Bienvenue et bonne chance. Eh ben, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Salut à tous, donc Dax de Ravens France et des Maîtres Corbeaux, le Maître Corbeau podcast que vous pouvez suivre sur YouTube. Fan des Ravens depuis 2006, donc ça fait 20 ans. Commence à dater un peu et très content d'être là pour parler des Ravens aujourd'hui. Et du coup, mon acolyte du jour sera nul autre qu'un fan encore des Browns. Malheureusement, ils ont que ça sur la saison pour se rattraper. Et bienvenue à Tom, du coup, pour cette preview d'une équipe qui gagne pour une fois. Salut Mathis, salut Dax. Salut. Putain, j'ai deux Ravens en face de moi. Quel mets de choix. Ouais, mais je ne compte pas aujourd'hui, malheureusement. Après, je pourrais lancer C'est vrai, effectivement c'est vrai. quelques pics pour mon équipe. Je pourrais lancer quelques pics pour mon équipe, mais je ne compte pas aujourd'hui. Bon, bah, du C'est coup, bon, c'est bon. on va, maintenant que tout le monde est présenté, je te laisse aussi te présenter, Tom, évidemment, par rapport à tes réseaux sociaux. Et puis, je Oui, sais que tu as deux, trois trucs aussi sur oui, le côté. oui. Alors vous me retrouvez sur la majorité des réseaux sous le pseudonyme de Tom the Lord. Alors plus trop sur Twitter, mais plus sur Blue Sky, on va dire. Et j'anime avec quelques compères fans des Browns parce qu'il en reste quelques-uns, oui, effectivement. The French Dog Pod, voilà, un podcast consacré à la communauté francophone des Browns. Donc forcément aujourd'hui, quand on m'a dit tiens choisis tes previews, je me suis dit allez on va les taquiner un petit peu nos cousins ou nos enfants maudits, puisque il faut quand même le dire, les Ravens sont nés des Browns qui ont quitté Cleveland à la fin des années 90. Eh oui, mais on a gagné plus de Super Bowl que vous, quand même. Alors, des Super Bowls, oui, des titres, non. Ah, bah, voilà. Tu joues sur les mots, tu joues sur les mots, Tom. Exact, exactement. On s'arrange avec l'histoire, toujours. On s'arrange comme on veut. Du coup, Quand on a que ça à se mettre sans... sous la Ah, bah, évidemment, évidemment. Du coup, c'est clair. effectivement, on va s'occuper de ça. Et, j'ai fait une petite affiche pour nous aujourd'hui, qui va montrer très bien la saison à venir pour Baltimore, donc qui va être sous le coup du coup d'un nouveau coaching staff. Dis-moi ce que t'en penses, Dax. Est-ce que ça te déçoit? Est-ce que ça te satisfait? Est-ce que t'es confiant pour cette saison qui arrive? Bah, j'ai envie de dire il était temps. Il était temps parce que nous, ça faisait, chez les Maîtres Corbeaux, ça faisait quelques saisons déjà qu'on commençait à émettre de sérieux doutes sur John Harbaugh. Déjà au moment de l'arrivée de Lamar en 2018, Harbaugh était un peu sur le hot seat, hein. Il était prêt à sauter. Lamar arrive, il le sauve un peu. On a quelques bonnes saisons, quelques très bonnes saisons d'ailleurs. Et puis là, Hmm. depuis, on va dire, depuis 3 ans, l'objectif, c'est le Super Bowl, c'est le premier titre pour Lamar Jackson. Et on voit, en tout cas, on voyait que le plafond de verre, c'était pas tant le talent, mais c'était plus le coaching et le coaching staff qui était autour des Ravens. Donc, surpris que ça arrive de cette manière-là, parce que John Harbaugh, ça faisait quand même 18 ans qu'il était chez nous, mais, Ouais. euh, mais soulagé et confiant pour ce qui se prépare. Tom, un truc à redire là-dessus peut-être. Bah, je sais pas si les Ravens gagnent pas, vous allez accuser qui du coup? Ah là,
C'est la grande question. Désolé, Ceci est la grande question. Non, mais je commence à piquer un peu, mais voilà. Non, mais t'as raison, t'as raison. Faut dire ce qui est. C'est que j'écoutais beaucoup les Maîtres Corbeau, effectivement, le podcast. Étant fan des Ravens, on a presque que ça. Mais du coup, effectivement, c'est quelque chose. Je me le suis toujours dit que John Harbaugh était le fusible, mais le jour où il saute, on n'a plus d'excuses. Donc là, Lamar Jackson, il pourra entre guillemets accuser un nouveau coaching staff sur une saison s'il s'en sort pas. Mais moi, j'ai envie de dire il tant n'aura mieux. plus d'excuses, ouais. J'ai envie de dire Ouais. tant mieux parce que j'ai l'impression que justement, on n'a pas vu le plafond de Lamar au niveau talent footballistique encore. Et j'ai envie de j'ai envie de le voir. J'ai envie qu'il soit pas limité. Et si on perd et que c'est pas lié au coaching, on aura des réponses. Là, j'ai l'impression que pour l'instant, on a plus de questions que de réponses. Non, oui, c'est sûr qu'on peut effectivement partir sur ce calcul-là. Maintenant, on verra ce que la saison a à nous donner. C'est effectivement le fait le plus marquant, je pense, de cette off-season. Dax, pour toi, qui a les clés du camion là? C'est le futur coach ou c'est Lamar? Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est les deux. J'ai confiance en Minter pour être le chef d'orchestre de l'équipe. Il a plus une appétence défensive, donc en fait, je pense que Minter va être plus présent sur le volet défensif et coaching de l'équipe en général. Et je pense que Lamar et son nouveau coordinateur offensif, Declan Doyle, vont, j'espère, arriver à une collaboration au niveau de l'attaque, quoi. D'accord. Donc, je te fais une réponse de Normand, mais je dirais que c'est les deux, en fait. Oui, parce que forcément, c'est un point d'interrogation. Un nouveau coach qui arrive, c'est toujours l'inconnu, quoi. Exactement. On est dans la même situation, donc forcément. Mais vous récupérez un bon coordinateur offensif qui vient d'une excellente équipe. Il paraît. Ah oui. J'aurais pas dit ça comme ça, Dax, mais pourquoi pas. Non, mais bonne chance, Tom. Bonne chance. Tu verras, il est chouette. Tu sais. Du coup, ouais. Mais là, du coup, on a fait le bilan 2025. Du coup, les satisfactions, il y en a eu pas tant que ça. Une équipe comme Baltimore, avec l'équipe qu'on a, on finit en 8-9 quand même, faut le rappeler. On finit deuxième de la division. Évidemment, un peu un peu en dents de scie cette saison. Je sais pas ce que t'en penses, Dax, mais effectivement, on aurait pu faire mieux. Ouais, si on se souvient, il y a un an, quand on consultait les multiples power rankings de pré-saison, tu avais tout le temps Baltimore Ravens numéro 1, meilleur roster de la NFL, prêt à aller chercher le Super Bowl, avant même les Eagles qui venaient de gagner le Super Bowl. Donc oui, on va pas mâcher nos mots. C'est une énorme déception de même pas arriver en playoff. Et je suis d'accord avec toi, c'est en dents de scie. Parce que si on se souvient des premiers matchs de la saison, on voit vraiment qu'on a une attaque avec un talent monstre, où on met des 41 points aux Bills, des 40 points aux Browns, des je ne sais combien de points je me souviens plus les premiers matchs, mais on avait une excellente attaque. Et à côté de ça, on se faisait à chaque fois rattraper en défense et manger les matchs dans le dernier quart-temps. Donc ouais, c'est la bonne expression, en dents de scie. Ouais. Mais effectivement, ouais, on voit que c'était beaucoup en dents de scie. La faute au coaching, la faute aux joueurs. Pour toi, c'est au niveau de la défense, c'était des problèmes de cadre qui n'étaient pas beaucoup présents pour certains. On a voulu faire jouer trop tôt certains joueurs. Le coaching staff qui était Zach Orr, du coup, à cette époque-là, est-ce que pour toi, c'était le bon choix de le garder alors que l'an dernier, on se faisait déjà ouvrir comme ça? C'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ça comme ça ou pour moi, en fait, je vais redire un peu la même chose, mais qu'est-ce qu'on avait de talent l'année dernière, je trouve,
si on parle uniquement de joueurs individuels, on a quand même des gros noms, quoi. Que ce soit en attaque Mm. ou en défense. Tu parles de Lamar Jackson, de Derrick Henry, de Zay Flowers, d'Andrews, d'Hamilton, Roquan Smith. Je veux dire, cette équipe, elle a du talent. Et, et je pense que tout ce talent n'a pas porté ses fruits, justement parce que le chef d'orchestre était un peu poussiéreux, un peu désuet. Il a Et pour avalé sa moi, baguette. exactement, là, il a même plus qu'avalé. Donc Mm. non, je suis pas déçu sur le talent des joueurs. Je pense pas que les joueurs en eux-mêmes ont été décevants. Alors après, il y a des exceptions. Si on rentre dans les cas, Marlon Humphrey, par exemple, il a eu une saison très décevante, mais Ouais. Andrews également. Mais si on regarde d'un point de vue global l'effectif, je pense vraiment pas que le problème principal venait du talent du roster. Ouais, on est bon. Tom, tu veux rebondir là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème mental? Est-ce que tout le monde se voit pas un peu trop beau fin août, début septembre, et que quand on arrive sur les matchs coup près, à partir de janvier, le château de cartes il s'effondre? Ça, c'est possible, mais c'est compliqué à dire. Je peux te À répondre analyser aussi, je pense, ouais. bah, Moi, je me je peux l'explique pas, en fait. je pense pouvoir te répondre avec certitude sur le cas Lamar, Hmm. sans mauvais jeu de mots. Mais j'ai l'impression que Lamar est plutôt un gars très humble, qui va pas aller justement chercher la superstar ou le Super Bowl avant de l'avoir. Je pense pas que le problème vienne de là. S'il y a un problème, c'est peut-être effectivement du côté des cadres en défense, comme Mathis le disait. Je pense à Marlon Humphrey, effectivement, qui a des grosses chevilles et une grosse bouche, mais qu'on voit moins sur le Mm. terrain. Roquan Smith aussi a eu une saison décevante. Mais après, c'est difficile à dire ce qui relève vraiment du mental, quoi. Et dans tous les cas, j'ai envie de retomber sur mes pattes en disant que le mental d'investir, pour moi, il est assez lié au coaching. Et c'est D'accord. justement, depuis plusieurs années, c'était un des points forts de John Harbaugh, c'était d'arriver à tenir son vestiaire, qu'il n'y ait pas justement de superstar ou de problèmes Mm. extra-sportifs trop importants. Et, euh, et donc, effectivement, tu as peut-être raison, hein. Peut-être que dans ces dernières saisons, il y a eu plus de place à ce genre de craquage mental. J'en suis pas persuadé, j'avoue que je sais pas. Ok. Non, ouais, effectivement. Du coup, on verra du coup ce que nous réserve la prochaine saison. Et en parlant du coup de la prochaine saison, on va regarder du coup un peu la off-season qu'on a faite. La off-season pour moi qui est catastrophique en tant que fan de Baltimore en laissant partir certains cadres. Je pense du coup à Patrick Ricard qui est aussi un cadre de ce vestiaire qu'on a laissé partir. Ça me fait quand même mal au cœur de me dire qu'il va porter un autre maillot du coup dans sa carrière. On a laissé partir effectivement beaucoup de gens. Quelqu'un de très important qui était notre centre, on a réussi à développer. Mais de l'autre côté, on a quand même fait une belle re-signature pour moi et on a fait arriver. Alors, il y a eu le cas Max Crosby, on va y revenir après. Mais on a eu quand Quelle même des histoire! belles arrivées. Ouais, Ah, quelle on a histoire! eu. Ah ouais, là, faut en parler. Ah oui, il faut en Honnêtement, parler. obligé. Ah oui. Mais, mais du coup, on a quand même réussi à ramener, entre guillemets, du gros nom et même des mecs qui sont déjà passés par la maison. Euh, que penses-tu du coup, de cette free agency pour l'instant? On parle pas encore de draft, mais de cette free agency en général. Écoute, moi, je suis plutôt satisfait. Euh, mais en fait, c'est à mettre dans le contexte de notre salary cap. Je pense que là, on arrive sur la fin de la première fenêtre pour l'ère Lamar Jackson. Qu'on on a étiré le salary cap jusqu'au maximum du maximum et il y avait des choix à faire. Alors, c'est effectivement pas agréable, hein. Moi, je suis d'accord avec toi. J'aurais adoré garder Linderbaum, Ah ouais. Likely, Mitchell. J'aurais adoré garder ces joueurs-là qui sont bourrés de talent.
Je pense qu'ils demandaient trop cher par rapport à ce qu'on pouvait bien leur donner. Et je pense que malheureusement, on est arrivé au bout de ce que notre salary cap nous permet actuellement de faire. Heu et d'ailleurs, ça se voit dans les signatures. Je pense qu'effectivement, Hendrickson, déjà pour moi, c'est assez miraculeux qu'on arrive à le signer. Faut pas oublier C'est qu'on a ça. Lamar aussi qui arrive qu'il va falloir L'année prochaine, restructurer. ouais. L'année Exactement, parce prochaine, ouais. que l'année prochaine, il va prendre, je crois, quasiment 30 du salary cap, donc ça va être injouable. Donc il faut faire de la place, en fait, dans le cap. Il y avait des choix à faire. Je suis je suis pas mécontent si on prend en compte le contexte, monétaire, quoi. Du coup, ouais, effectivement, si tu prends du coup le côté monétaire et effectivement, si tu regardes par rapport à ce qui va effectivement se passer l'an prochain, parce qu'il faut aussi aller dans le futur et regarder tes prochaines re-signatures, qui va être du coup Lamar Jackson, ce qui n'est pas rien, c'est quand même du coup ton quarterback star, donc faut pas non plus le lâcher pour rien. Mais du coup, quelques questions avant du coup de lâcher de lâcher le dog, comme on dit. Est-ce que si effectivement Linderbaum, on savait qu'on pouvait pas le re-signer, est-ce qu'il fallait pas essayer de gratter des draft picks avec? Pareil pour Likely. Je pense qu'il aurait fallu s'y prendre une saison avant pour espérer choper des pics. Mais en fait, je pense que c'était la politique aussi, c'était d'aller au bout de la fenêtre, de la première fenêtre qui s'ouvrait à nous. Et en fait, rétrospectivement, oui, on peut défendre cette thèse. Je pense qu'on se serait posé la question l'année dernière. On n'aurait pas voulu trade Linderbaum avant la saison, Mm. partir avec un centre rookie ou free agency. On aurait voulu garder le roster qu'on avait l'année dernière. Donc, c'est compliqué parce que moi, j'ai pas tellement de critiques en réalité à faire à Eric Decosta. On perd surtout de la profondeur d'effectif. La plus grosse perte, c'est quand même Linderbaum. Mais il y a une réalité Mm. malheureuse qui est la réalité économique, quoi. C'est Et ça. quand tu parles de profondeur, c'est aussi un petit peu. Enfin, moi, je suis forcément dans la FC Nord, on suit un petit peu les saisons de nos compétiteurs au sein de la division. Et effectivement, manquer de monde sur le banc. Et on sait que les Ravens, ils sont quand même. Vous avez été. Alors, il y a quand même aussi, et je dois le reconnaître, beaucoup de malchance. Mais vous avez quand même été sujet aux blessures un certain nombre d'années consécutives. Est-ce que justement ne pas sécuriser le banc n'est pas une erreur? Ça peut se défendre, ouais. Mm. Je suis assez. Moi, c'est une de mes inquiétudes principales pour la saison à venir. En fait, on a de la profondeur, mais qui n'est pas prouvée. Parce Oui, que d'accord. Ouais. le virage qu'on a fait là, cette intersaison, c'est d'aller chercher de la profondeur à la draft. Donc, on est allé chercher des bons rookies sur la profondeur. Après, est-ce qu'ils vont être Est-ce qu'ils vont réellement. délivrer tout de suite? C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. Donc, mais je pense que c'était le bon choix à faire, en fait. C'est que tu n'as plus le salary cap pour avoir de la profondeur sur le banc. Donc, quelle est ta route de secours? C'est la draft. C'est logique. Est-ce que ça va cliquer? Je Ah sais pas. oui. Mais en tout cas, c'est logique. Ensuite, Ethan Pocic, moi je le connais parce que Oui. il vient de chez nous. Il était chez toi Euh, l'an dernier, ouais. il était chez nous ces dernières années. Franchement, en centre, il a fait le taf. Hein. C'est un gars sérieux. C'est pas le plus grand centre que la NFL ait porté, mais s'il est pas blessé, il fera le taf toute l'année. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de sujet là-dessus. On espère. Après, je crois qu'il revient d'une blessure Oui, au talon d'Achille, je crois. Donc, tout à c'est fait, ouais. Ouais. à voir. Ça peut être, on ne sait jamais comment l'année suivante, comment ça va se gérer. C'est clair. Bah après, c'est pour ça qu'on a signé après Danny Pinter en tant que deuxième centre derrière, Ouais. si tu vas par là. Et je crois même qu'on en a signé un troisième à ce moment-là. Genre vraiment, on a 3 centres qu'on a signés du coup sur cette off-season. Je pense que là, du coup, les training camps vont servir. Mais maintenant, effectivement, on va aussi
on va aussi regarder ce qui va se passer du coup sur cette saison. Mais du coup, là, on a parlé du coup de cette off-season et comment ne pas parler de la draft à Baltimore. Quelque chose dont on est quand même assez bon. On va pas se mentir, Baltimore a tendance à drafter bien et surtout ont une grande chance, c'est que les équipes ont tendance à laisser passer les mecs qu'on veut. Je pense qu'à mon avis, on doit soudoyer des gens quelque part. Je pense c'est pas possible d'avoir autant de chance. Mais du coup, effectivement, pour ne citer que, on a réussi à drafter du coup Vega Ioane en tant que guard pour du coup en tant que guard de gauche. On a réussi à avoir du coup Zion Young en tant que edge qui va du coup faire en sorte de rajouter un peu plus de profondeur, comme l'expliquait Dax tout à l'heure, mettre un peu plus de profondeur sur cette partie défensive. On va rajouter aussi beaucoup de profondeur au niveau des receveurs en ayant du coup Jacoby Lane et Elijah Sarat. On fait des très belles saisons en NCAA cette année. Maintenant, on a aussi des joueurs qui posent un peu plus d'interrogations. Je prends l'exemple de Chandler Rivers qu'on a drafté un peu plus tard dans, dans la draft. Est-ce que, pour moi, c'est une vraie question que je me pose, est-ce que Chandler Rivers, c'est pas le rookie qui va potentiellement, on va dire ça avec des grands guillemets, remplacer Marlon Humphrey vu que l'an prochain, il est FA? Je pense que c'est le projet. Je sais que Ben des Maîtres Corbeau est un énorme fan de Chandler Rivers. Il le place très haut. Moi, peut-être pas autant, mais ouais, tu as raison, c'est le projet. De toute façon, à partir du 3e tour, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est prendre des jeunes joueurs dont le potentiel est plutôt boom or bust. Et, et c'est pas une absurdité d'essayer de le faire, comme je disais tout à l'heure, à ce moment de ta construction de franchise. Je pense pas que ce soit une absurdité d'essayer de remplacer des gros contrats par de jeunes talents. Après, faut que ça clique. Ouais. Ah, c'est malheureusement ce qu'on va voir sur une room où on était franchement très bien depuis quelques années, qui est du coup la room des Tiden. On a signé du coup Smith Durham du coup de Chicago cette saison, qui va être du coup free agent aussi l'an prochain. C'est un one shot. On a quand même du coup drafté 2 Tiden cette année. On connaît les Baltimore quand ils draftent deux tight ends, il y en a un qui clique et l'autre qui se vautre. C'est comme ça. C'est peut-être la malédiction. C'est la loi. On peut appeler ça comme ça. C'est ça. C'est la loi à Baltimore. Il y la a loi. quand sur une draft on draft 2 tight ends, surtout sur la même draft et presque d'affilée, il y en a un qui clique et il y en a un qui fera jamais carrière entre guillemets. Et c'est toujours Et le du deuxième. coup, C'est toujours le deuxième ouais. qui explose. Donc pour toi, c'est Josh Cuevas qui va cliquer et puis du coup Matt Tipner qui va connaître les tréfonds de la ligue. En tout cas, Wevas a un potentiel en réception un peu plus élevé. Mais je pense qu'ils vont pas être utilisés de la même façon. Je pense qu'on a essayé de remplacer Isaiah Likely et Charlie Collard avec 2 profils qui sont avec des gros guillemets à peu près similaires. Euh, donc je pense qu'il faut les voir comme ça. Après, te dire lequel des deux va percer, à titre personnel, je suis plus chaud sur Ibner, mais je sais que c'est pas du tout une opinion partagée. Moi, je sais que je suis plus chaud pour Cuevas, mais parce que c'est mon fan de Alabama qui parle aussi. Donc ça, on n'y peut rien. Mais effectivement, on a voulu du coup remplacer numériquement plus que sur le talent, je pense, sur cette draft, et on espère que ça clique derrière. C'est que vraiment on croise les doigts et on fait peut-être que ça marche. Et du coup, t'en penses quoi de cette petite draft, Tom? Ça te fait quoi de Alors, voir une belle draft effectuée? elle est toujours moins bonne que la nôtre, donc ça va. Tu vois, je suis tranquille à ce Pour une niveau-là. fois. Pour Ouais. une fois.
Pour une fois, la draft des Browns a été classée très très haut. Donc, on s'en souvient de vos 3 QB l'an dernier. Voilà. Allez, bâtard. Non. Et ça nous a pas empêché d'en reprendre un cette année, hein, parce qu'on est les Browns quand même, faut pas déconner. Ah bah évidemment. Non, alors en fait, c'est ça le problème, c'est qu'avec moi, tu t'adresses probablement aux seuls fans de NFL qui ne bitent rien au college football et qui ne connaît absolument personne. Donc j'aurais énormément de mal à porter un quelconque jugement sur les joueurs que vous avez draftés, malheureusement. Je suis obligé de vous faire 100% confiance là-dessus. Fais confiance à Baltimore, ça marche mieux que faire confiance à Cleveland. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais par contre, la question que je me posais, c'était, vous avez toujours Marc Andrews quand même Oui, en tight end. Mais voilà. il me semble que c'est quoi? C'est l'an prochain ou dans 2 ans qu'il est free agent? Ouais, je crois qu'il lui reste 2 ans chez nous, ouais, il me semble. Ouais, mais il est picousé Ravens, il va finir sa carrière chez vous, ce gars-là. Je pensais la même chose avec Ricard. Hein. Ah ouais. J'ai pas l'impression que ce soit l'ADN de Costa, personnellement, de laisser les joueurs, même si ça fait longtemps qu'ils sont à la maison, j'ai pas l'impression qu'il veut avoir les joueurs pour en avoir et vraiment aller chercher le titre. Donc malheureusement, si Mark Andrews fait pas le boulot d'ici 2 ans, il sera pas signé. D'accord. Mais voilà, du coup, assez parlé de cette intersaison. Maintenant, on va parler du futur. On va prendre nos petits boules magiques et puis on va un peu regarder dans le futur, voir ce que ça donne. Là, maintenant, on a du coup le calendrier de cette saison qui est franchement, pour moi, on va pas se mentir, c'est largement prenable pour notre niveau. Si on refait une saison comme ce qu'on a fait l'an dernier, c'est honteux. Du coup, en parlant du coup de ce calendrier, on voit que il n'y a pas non plus grande équipe qui peut nous mettre en déroute de ce que je vois. T'en penses quoi du coup de Dax de ce cadeau entre guillemets? Ouais, je crois qu'il est 6e ou 7e en termes de force du calendrier actuellement. Donc, il est effectivement plutôt abordable, je trouve, ce qui est très bien, parce que l'année dernière, on a eu un calendrier vraiment difficile. Et là, on tourne une nouvelle page, on commence une nouvelle ère avec un nouveau coaching staff. On sait que tout ne va pas être en place dès les premières semaines. Donc, je trouve ça plutôt bien de pouvoir se mettre en jambe avec des équipes qui sont quand même des bonnes équipes, hein, mais on va dire que ce n'est pas des prétendants absolus au Super Bowl. Donc, moi, je l'aime bien ce calendrier parce je pense qu'il va nous permettre de monter en puissance avec le nouveau coaching staff. Et si tout se passe bien, comme ça, de pouvoir décoller. C'est sûr. T'en penses quoi du coup, Tom, de ce calendrier Ah bah je vois quand tu regardes les 6 premières semaines, normalement ça finit en 5-1 parce que vous perdrez contre Cleveland en semaine 6, voilà, mais oui, ouais, ça doit être ça. C'est qui votre QB1 du coup? Eh ben vous le saurez en semaine 1, comme tout le monde. Ouais, mais en semaine 1, on sait très bien que ça va changer après. Exactement. Oui, comment en semaine 1 et puis en semaine 6 contre vous, il y aura un changement et vous serez totalement déstabilisé et c'est pour ça que vous gagnerez pas le match. Non, mais blague à part, les 6 premiers matchs sont total. Enfin, il y a un monde effectivement où honnêtement les Ravens ils sont en 6-0, ça choque personne quoi. Par contre, si on est en 0-6, ça va choquer tout le monde. Oui, alors là, il faudra se poser des questions sur les ambitions. C'est une certitude. La draft. Ouais. Non, par contre, tu vois, j'avais pas regardé les calendriers tout le monde. Il faudra quand même avoir les reins solides après la bye week parce que vous finissez par 4 matchs de division. C'est lourd. C'est très, très lourd dans la construction du calendrier de finir comme ça. Puis même Tampa, c'est pas non plus des pimpins.
Donc voilà, après, il faudra bien reposer après la bye week parce que ça va être la fin de saison, elle peut être, s'il n'y a pas un bon matelas, elle peut être, elle peut se compliquer. C'est sûr. Ouais, vu comme ça, ouais, on est d'accord pour dire que les 6 premières weeks sont largement prenables, même si Tom ne sera pas d'accord pour la week 6, pour lui, Évidemment. voilà, évidemment. On est d'accord que la week 6 est largement prenable, mais que après la bye week, va falloir avoir les reins solides, va falloir aussi compter sur le fait qu'il n'y ait pas grand monde à l'infirmerie, surtout. Et on sait que Baltimore, bon, sur ces dernières saisons, ça s'est un peu calmé, mais on sait on est très à même à aller beaucoup à l'infirmerie. Donc effectivement, est-ce que pour toi, Dax, cet objectif de la saison, c'est déjà voir avec le nouveau coaching staff comment ça se passe, mais surtout éviter les blessures. L'objectif ultime, Ouais, pour moi, quand tu as Lamar Jackson entouré à peu près correctement, l'objectif ultime, c'est le Super Bowl. Tout ce qui est en deçà est décevant. Alors, tu peux faire des bons runs en playoff, mais oui, éviter les blessures, en NFL, c'est toujours l'objectif, mais en même temps, c'est toujours incontrôlable. Surtout quand tu as un Tout quarterback le monde en a. mobile. Exactement. Tout le monde en a. Lamar est un quarterback mobile. Il y a une inquiétude, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais sur notre ligne offensive, notamment l'intérieur. Je dirais même Stanley à gauche, en tackle gauche, commence un peu à vieillir. On a renouvelé ouais, l'intégralité de la ligne intérieure offensive. On a un sophomore en tackle droit. Donc, moi, je suis pas encore hyper confiant avec cette ligne offensive. Et, et en fait, au-delà des blessures incontrôlables et qui sont des accidents, euh, je pense qu'il y a une responsabilité du général manager aussi à ne pas réussir à construire une ligne qui protège son quarterback année après année. Lamar a quand même rarement eu des bonnes lignes. ouais, c'est sûr. Puis effectivement, bah, on va un peu énumérer, mais du coup, en left tackle, on a Ronnie Stanley qui a quoi? Je crois qu'il a 32, 33 ans. Il est effectivement plus très jeune. On a vu l'an dernier qu'il commençait à être limité sur certains profils. Évidemment, on va pas parler de Miles Garrett parce que bah, personne n'est assez fort pour l'arrêter. Mais quand tu Il sera regardais, plus là. quand il affrontait, Vous le, ouais, jouez- mais voilà, vous le jouerez qu'au Super Bowl si vous y allez, les gars. ah, voilà. Mais tu vois, c'est ce genre de choses où on l'a vu un peu limiter, un peu ralentir. Il était plus aussi imposant qu'avant. Est-ce que du coup aussi, on en parle aussi, mais du coup le guard de gauche, est-ce que tu mets du coup Androvori qui a presque fait l'entièreté de saison l'an dernier, ou est-ce que tu prends du coup les nouveaux signés de cette saison, par exemple avec John Simpson qu'on a réussi à ramener à la maison. Le centre, tu mets qui? En- Normalement, en guard de droit, on en a drafté un exprès pour ça. Et est-ce que surtout, tu mets qui en guard de droit, enfin en tackle droit? Parce qu'on a vu Rosengarten qui a fait effectivement une très belle saison rookie. Mais l'an dernier, j'avais un peu l'impression que du coup les gens l'attendaient un peu plus, que effectivement les gens avaient un peu plus savaient un peu plus qui c'était, savaient un peu plus surtout ses points faibles et l'ont exploité. Et on a vu on s'est fait beaucoup ouvrir l'an dernier. Donc est-ce que pour toi, effectivement, ça te donne un minimum confiance pour aller jusqu'au playoff et te dire que ça pourrait passer? Oui, parce que on a viré nos deux peintres de garde qui étaient Wariz et Faalele, qui Ouais, étaient des véritables trous dans cette passoire de la ligne offensive, qui rendaient en fait même difficile le travail de Linderbaum, qui est pourtant un des meilleurs centres de la ligue, de Stanley et de Rosengarten. Donc pour moi, je dirais pas que je suis confiant dans le talent de la ligne offensive. En tout cas, je suis confiant dans les décisions qui ont été prises. Et, euh,
Et j'ai envie de dire, ça peut pas être pire que ce qu'on avait l'année dernière. C'est sûr. Tom, un Donc cette truc à année, c'est la rajouter bonne. peut-être. Cette année, c'est la bonne alors. Bon. On espère. Non, parce qu'on on entend ça chaque année. Donc c'est pour ça que je pose la question, tout simplement. Ouais, mais du coup, cette année, on le dira quand même. Bah oui. Non, mais chaque année, en fait, vous trouvez une façon originale de ne pas aller au Super Bowl. Donc, tu vois, je me pose des questions quand même. Tu vois, je me dis, Ouais, ça se trouve, ce sera la faute à qui cette année, quoi. Cette année, c'est ce la sera la bonne. faute. Ouais, cette année, c'est la bonne. De toute façon, il y en a, ils n'ont pas le choix que cette année, ce soit la bonne. C'est surtout ça. Là, on n'a plus aucun fusible. On pourra un peu se cacher derrière le nouveau coaching staff, mais cette année, ça devra être la bonne. Après, Non, il y a Non, qu'une vas-y, équipe Dax. qui va. Ouais, j'allais dire, il y a qu'une équipe qui va au bout. Donc les 31 autres doivent trouver une excuse. Bien sûr, Ouais. évidemment. Ah, disons que celle qui va au bout de l'autre côté, qui est finaliste, bon, elle a presque réussi. Mais effectivement, toutes les autres, celle qui finit en 1-16 ou celle qui est éliminée en finale de conf, dans le sport américain, voilà, tu t'en souviens pas du tout. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Du coup, effectivement, on a un peu listé du coup le bilan à peu près attendu. Pour toi, Dax, ce serait à peu près quoi? Ce serait, est-ce que pour toi, on s'en sortirait un peu, entre guillemets, à rien du tout en ayant une saison positive? Ou est-ce que pour toi, on est en négatif, voire, ou sinon, on est en 11, on est en 11-5 et c'est la fête du cycle? Ouais, moi, je vais vous choquer, mais je vais être fidèle à ce que j'ai annoncé dans le podcast Maître Corbeau. J'ai annoncé une saison à 13-4. Je suis. Alors, ça s'explique par. Chaud. Ouais, mais ça s'explique par deux choses qui vont peut-être pas vous convaincre. La première, c'est la relative facilité du calendrier. Oui, L'autre, là-dessus, on est bon. C'est vrai. Non, on est d'accord. L'autre, c'est Prenable. que j'ai le sentiment qu'on commence une nouvelle ère, qu'il y a un vent de fraîcheur qui s'est installé dans la franchise, qu'on va pouvoir débloquer des potentialités, des talents. Et en général, à chaque fois qu'on a débloqué une nouvelle ère avec Lamar, c'est-à-dire sa première année 2018-2019, et après, quand on a recruté Todd Monken en 2023, les deux saisons-là, il finit MVP. Donc j'espère que la tendance va continuer et que cette nouvelle ère amènera un nouveau MVP pour mon cher Lamar Jackson. 2 MVP, mais toujours pas de bague. Hein. Oh, Elle arrive cette saison. on espère qu'elle arrive cette saison. Mais du coup, on est d'accord que si effectivement pour toi on est en 13-4, on est premier. Hein. Alors, le problème, c'est que les Bengals aussi, je crois, ont le deuxième calendrier le plus facile cette saison. Et moi, je les vois bien aller titiller les 11, 12, 13 victoires s'ils arrivent à garder Joe Burrow en forme pour une saison entière. Voilà, Donc, tu viens juste de mettre le doigt sur ce qui va pas. C'est-à-dire que Joe Burrow va se blesser. Donc, Déjà, donc est-ce ça va qu'il pas le sera là faire. week 1? Ouais, ça va pas le faire. en tout cas, avec des Bengals en forme, moi, je verrais bien je verrais bien la tête de division se jouer en semaine 17. Ce qui ferait Ah, je ça, crois que c'est le match de Noël ou de Réveillon en plus, du 31, je crois. ça peut être très beau, effectivement, vu comme ça, de, euh, de fêter le réveillon sur une victoire de Baltimore, évidemment, parce que les Bengals ne nous feront rien. Parce que Joe Burrow sera encore blessé à ce moment-là. Et on affrontera Mais Joe du Flacco. coup, ah, Et oui. notre chouchou à tous. Notre chouchou à tous. Merci pour les travaux et merci. Je pense que tu peux lui dire merci, Tom, parce il t'a fait vibrer un peu quand il était aux Browns et c'est pas simple. Hein. Il nous a offert notre deuxième saison de playoff depuis des années. Donc, respect total pour Joe Flacco. Moi, je le dis et Ah, j'ai non. aucun problème. Et j'ai aucun problème à le dire vu ce qu'il a amené chez nous. Il n'y a aucun problème. Ah, on est d'accord là-dessus. Il fait toujours un peu rêver, Joe Flacco. Mm.
Mais on va le laisser du coup aux Bengals, peut-être qu'il les fera rêver aussi un peu. Mais du coup, avec tout ça, c'est que effectivement, on a eu le bilan un peu de tout le monde. On n'a pas demandé le bilan à Tom. Pour toi, on finirait à combien? Non, mais Dax, son bilan de 13-4, je le trouve ambitieux, mais quand on regarde le calendrier, tu te dis une défaite face aux Bills, une défaite face aux Texans. Alors, j'avais mis, je pensais une défaite aussi face aux Bengals en semaine 17, tu vois, mais qualifié et vainqueur de la div quand même. Donc, il laisse le match de semaine 18 aux fraises pour se faire une bye week. Elles sont là, les 4 défaites. C'est totalement crédible. Tu peux remettre une. Donner un match à Pittsburgh, je suis pas sûr. Hein. Bah, tu sais, si tu es qualifié et que tu as besoin de te reposer avant la wild card, des fois, il y a pas trop de questions à se poser. Maintenant, ensuite, sur l'historique, on sait qu'en général, vous perdez un des 2 matchs face à Cleveland. Donc j'ai envie de te dire, fais ton choix, camarade. même, Non, mais même on va quand vous laisser. Même quand on fait des saisons de merde, on arrive à vous battre une fois. Bon, sauf quand vous avez fait le 0-16, mais on n'est pas là pour ça. Oui. Tu prends toujours les mauvais exemples. C'est incroyable. Non, mais pour moi, on va perdre la week 16 contre le Cleveland. Parce que pour nous, ça sera une bye week comme une autre. On va juste laisser reposer les titulaires. Et puis, ça se trouve, on gagnera même contre vous. Donc, on verra bien. On gagnera contre vous alors qu'on aura mis, du coup, Skylar Thompson en QB. Ce sera honteux, mais on gagnera quand même. Écoute, la bande est enregistrée. On la ressortira à la mi-décembre. Ah, mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, avec tout ça, on a regardé du coup en arrière dans le rétroviseur. On a regardé un peu le compte en banque qui est pas joyeux non plus, mais qui a quand même encore quelques billets éparpillés. On a un peu regardé du coup le calendrier de l'an prochain. On a fait un peu nos pronos au niveau du bilan, mais on a oublié quelque chose. Pour vous, c'est quoi le joueur à suivre ou la clé du succès cette année? C'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Forcément, Lamar est incontournable. Allez, je t'en donne. Je vais me limiter, mais je te donne Andrews aussi, qui pour moi là est sur une saison où il va falloir qu'il rebondisse à tout prix. Et il y a une triplette en défense qui va être intéressante à suivre, pardon, c'est Hendrickson, Hamilton et Malachi Stark. Parce que je pense que notre backfield a énormément souffert de l'absence totale de pass rush l'année dernière. Et là, en tout cas, moi, c'est ce qui va m'intéresser, c'est de voir ce que un bon pass rusher comme Hendrickson, accompagné de jeunes talents comme Zion Young, Mike Green, on en a d'autres, vont pouvoir arriver à faire pour soulager nos. Il y a Calais Campbell comme jeune talent, si tu veux. J'osais pas le citer justement parce que bon. Mais C'est le chouchou, c'est le chouchou. Petit jeune qui débute. Ouais, petit jeune qui débute à 38 ans. Ouais, ouais, voilà. Mais oui, en tout cas, je pense qu'ils vont pouvoir soulager nos safety et on sait à quel point Kyle Hamilton et j'espère Malachi Stark vont pouvoir venir apporter, que ce soit en pass rush, en cover, en interception, etc. Moi, je suis curieux de les voir un peu soulagés du travail de safety. Et est-ce que du coup, avec aussi Jesse Minters en tant que head coach qui va aussi s'occuper de la défense, est-ce que ça va pas aussi donner ce petit peps qu'on a entre guillemets perdu à Baltimore depuis quelque temps, ce petit peps où genre dès qu'on arrivait, certes, l'attaque n'était pas forcément
engagé. On mettait pas non plus 30 points à la mi-temps. Mais derrière, tu avais une défense qui était dure sur l'homme. Si tu passais, genre le receveur, c'était quand même compliqué à aller le chercher. Euh, Est-ce que pour toi, ce serait pas aussi ça la clé de voûte de cette saison, c'est qu'on retrouve notre identité? Ouais, exactement. C'est vrai on n'en a pas encore parlé, mais Tom l'évoquait un peu tout à l'heure et je lui répondais en ce sens. C'est qu'effectivement, je crois qu'il y a un choix fort qui a été fait de la part du président Steve Bisciotti. C'est de revenir à une identité défensive très forte avec Jesse Minter en head coach, qui était le coordinateur défensif des Chargers l'année dernière. Et on n'en a pas parlé, mais Anthony Weaver aussi, qui est le coordinateur défensif des Ravens cette année, qui est un ancien coach des Ravens qui revient à la maison, qui avait des interviews pour un poste de head coach qu'il a refusé pour venir à Baltimore. Donc ouais, je pense qu'il y a un accent qui a été mis sur l'identité défensive des Ravens et, euh, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Vraiment très curieux parce que les noms, ils sont là, le talent, il est là dans l'effectif. Maintenant, c'est au chef d'orchestre de jouer, quoi. Tom, un truc à dire pour rebondir peut-être là-dessus. Peut-être peut-être vu que tu regardes peut-être Baltimore en cachette, étant donné que les Browns, ça clique plus trop ça en ce moment. Non, mais Est-ce que tu aurais quelques joueurs à donner aux viewers pour justement des joueurs à regarder ou même pas forcément juste des joueurs, soit le coaching ou même une position en général, quelque chose qui peut te plaire chez nous. l'avantage, c'est que Cleveland joue quasiment toujours à 19h, donc ça me permet des fois de regarder Baltimore, une grande équipe à 22h, ou le dimanche soir, ou le lundi, tu vois, parce Ah, que vous y êtes un peu plus je le abonnés. savais, je le savais. Savoir rire de soi, c'est hyper important, les gars. Quand vous serez C'est mauvais, c'est- rappelez-vous de ces moments-là quand vous serez pas bon. c'est pour éviter qu'il aille se coucher énervé. C'est pour ça qu'il regarde Baltimore le dimanche soir. Exactement. Non, alors jusqu'à il y a quelques années, en fait, j'étais fasciné par le personnage Lamar Jackson, parce que je trouvais que c'était quasiment le meilleur running back de la ligue. Et depuis quelques années, alors je ne sais pas si on lui a lâché la bride ou si c'est lui qui s'est un petit peu imposé, mais on a vu qu'en plus c'était un quarterback qui savait passer le ballon, quoi. Et donc je me suis dit, ah bah tiens, il vient de rajouter à son arc une corde qu'on lui connaissait pas ou peu, et qui effectivement pouvait permettre de passer un step supplémentaire. Moi, alors je regarde pas beaucoup de matchs de Baltimore chaque saison, mais j'en regarde quand même quelques-uns. Et effectivement, je suis toujours assez fasciné de voir ce qu'il est capable de faire et de transformer et de pouvoir transformer ou sublimer cette équipe ne serait-ce que par le charisme qu'il apporte et peut-être la confiance qu'il apporte en fait derrière. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai un amour infini pour les running backs. C'est le poste le plus méprisé de la NFL, un des moins bien payés. Alors que moi, j'adore ce poste. Je trouve ces joueurs incroyables. C'est vrai que c'est pas depuis 2 ans maintenant, vous en avez un qui est à peu près pas trop mal, quoi, hein, qui fait le taf, Il quoi, on marche va un peu. dire, hein. Il Ouais, marche un peu. Ouais. il marche un peu et surtout sur la gueule de tout le monde, hein, on va pas se Ah mentir. ouais, un peu, ouais. Voilà, voilà. Et quand vous l'avez signé, je me suis dit, putain, c'est pas possible. Et ça suffisait pas d'avoir un bon QB, un bon tight end et des receveurs. Faut que maintenant ils aient un des meilleurs running backs de la ligue. Donc ouais, voilà. Intéressez-vous aussi aux jeux de course. C'est toujours hyper intéressant. Alors, vous critiquiez beaucoup la ligne, l'OL des Ravens. Alors,
ça tient beaucoup aussi au talent de Derrick Henry, on est d'accord. Mais si on lui ouvre pas des routes, avec tout le talent qu'il a, il n'arrivera pas à passer quand même. Et donc, voilà, si à un moment on lui ouvre un trou de souris, il va quand même y arriver, il va quand même le prendre. Donc, moi, je suis toujours hyper intéressé par le jeu de course. Forcément, vous avez un des meilleurs coureurs de la ligue chez vous. Et j'étais toujours content de voir on est arrivé à souvent à le faire taire et à le museler dans son jeu, et ce qui était quand même une tâche assez ardue, parce que c'est quand même un joueur qui quand il est en forme, marche sur n'importe quelle équipe qu'il a en face de lui, quoi. Ouais, on est d'accord là-dessus, effectivement. Moi, si je vais par là, allez, je vais donner une position à suivre, pas des joueurs en général, parce que je pense, le truc qui peut être vraiment game changer, c'est notre room de receveurs. Je pense que c'est, depuis quelques années, une des rares saisons où, franchement, quand je regarde la room de receveurs, je me dis, et pourquoi pas? Alors oui, on a encore Bateman qui essaye de catcher avec son casque, mais là n'est pas la question. Mais Zay Flower est encore très très bon. On l'a vu la saison dernière. Devontae Walker, on va lui donner sa chance cette année normalement. Et puis même derrière, d'habitude, on avait receveur 1 et 2. Le troisième était passable. Et après, tu avais Tylen Wallace qui pouvait nous donner quelques flashs, surtout contre Cincinnati, c'était toujours contre eux. Là, c'est la première année où je regarde jusqu'au receveur 3, 4, 5, et même le 6, si je m'amuse un peu, je me dis, ah, et finalement, en fait, on a quand même une room qui est jeune, avec du talent, et surtout, c'est quelque chose à chaque fois qui m'énervait, c'est que c'était toujours les mêmes profils qu'on avait. Souvent, c'était des petits, un peu rapides, qui pouvaient catcher et qui étaient très bons sur les cuts. Mais derrière, pour aller chercher les yards après la passe, après le catch, il y avait pas grand-chose. Ils avaient certes la vitesse, mais ils se faisaient beaucoup rattraper vite. Là, c'est effectivement, quand je regarde, on a de la rapidité, on a de la hauteur, on a de la longueur, on a des mecs qui sont puissants, qui peuvent aller chercher les safety derrière. C'est franchement la première année où je regarde la room de receveurs de Baltimore et je me dis pourquoi pas. Je me dis que si ça clique, franchement, ça peut faire très mal, surtout avec Lamar Jackson qui s'améliore d'année en année au niveau de sa passe. Si tu commences à avoir des receveurs qui catchent leur balle, Mark Andrews qui reprend son niveau, Derrick Henry qui fait comme ces dernières saisons et Lamar Jackson qui continue à distribuer à tout le monde, même si on a une O-line qui donne pas forcément confiance, je pense que cette attaque peut très vite devenir inarrêtable si ça commence à effectivement cliquer comme on a dit. Ouais. Mais rassure-moi, vous allez quand même réussir à développer des vrais receveurs 1 quand même à un moment. Ouais, on a Zay Flower, t'abuses. Ouais. Nous, moi, on en a. Non, tu vois, parce que se reposer juste sur Odell Beckham Jr. Une année ou deux, tu vois, c'est un peu limite quand même. Bah non, mais regarde, l'an dernier, Dans on la avait construction DeAndre de ton Hopkins. roster. Oui. On avait bah DeAndre Hopkins l'an dernier. oui. Bah, on voit bien, il vous a emmené au Super Bowl d'ailleurs. Bah voilà. En fait, il faudra signer des vieux. Faut signer Il des est où, vieux. Jarvis? Ah, oui. Ouais, il est où, Jarvis Landry? Je sais même pas où il est rendu, mais on l'a tradé pile poil au moment. Ah bah tu m'étonnes. Mais du coup, effectivement, c'est à peu près ça pour la saison qui arrive, c'est que on espère beaucoup, il y a beaucoup de talent, que ce soit individuel ou collectif, il y a beaucoup de talent, on en attend aussi quand même beaucoup. Donc la pression va être très grande sur les épaules de certains joueurs. Mais du coup, Dax, si aujourd'hui tu prenais la place de Eric Decosta, quelle décision ou qu'est-ce que tu aurais fait, entre guillemets, pour toi de mieux sur cette off-season par rapport à ce qui s'est passé?
Moi, il y a... je disais tout à l'heure que je suis assez peu critique envers Descosta. Je suis relativement content de notre intersaison. Il y a quand même deux, on va dire, manquements ou choses sur lesquelles je suis un peu plus critique. La première, c'est le contrat de Lamar, parce que j'espérais fortement qu'il arrive pendant cette intersaison. Après, on sait que c'est pas forcément lié à Descosta. Lamar et son propre agent, c'est Mm. c'est un négociateur aussi talentueux que son jeu de jambes. On Donc a déjà eu des problèmes avec lui, on le sait, ouais. voilà. Donc la première chose, c'est ce contrat pour Lamar. La deuxième chose, ça a été lors de la draft de ne pas avoir été chercher un centre. Alors je sais que le board est pas tombé en notre faveur, Ouais. mais je pense que c'est ce qui a pêché pendant cette intersaison, c'est de s'être occupé du centre finalement. Il n'y a que 2 semaines. Et là, on est fin juillet. Donc, voilà, c'est dommage d'avoir attendu aussi longtemps pour aller chercher un centre titulaire. J'aurais espéré qu'on, quitte à griller des cartouches, on allait le chercher un peu plus haut lors de la draft. Tour 3, 4, 5, il y avait du talent. Voilà, c'est les deux critiques que j'aurais à faire sur notre cher général manager Eric Descosta. Mm. Donc ouais, là-dessus, on est quand même d'accord. On espérait quand même la re-signature pour histoire que ça nous fasse pas comme la dernière fois où on sait pas trop si on va le re-signer, si on va lui mettre en franchise tag, si on va le trader carrément. On a aussi eu les rumeurs. Et c'est sûr que à ce moment-là, on aurait espéré, mais bon, on va lui faire confiance. Et effectivement, comme dit, ouais, le centre, c'est là-dessus, on est d'accord là-dessus, Dax. C'est effectivement les deux seuls points bloquants. Et encore bloquant, pas tant que ça, mais effectivement, le centre, j'ai eu un peu les boules quand j'ai vu les mecs potentiels qui auraient pu finir chez nous partir un à un. Et puis finalement, en fait, arriver sur ton troisième tour, et en fait, il n'y a plus personne. Donc effectivement, là-dessus, bon bah ça arrive, c'est le jeu de la draft. Il y a des gens qui sont pris plus tôt que prévu, qui sont pris plus tard que prévu. Ça nous ça nous tombe souvent dans le bec assez facilement les joueurs qui tombent et qui nous arrivent dessus. Là, effectivement, bah sur le premier tour, on a été chanceux, bah moins sur les autres, même si on a eu des profils très très intéressants. Ouais, et puis même au deuxième tour, on a été chanceux. Mais j'allais dire, mon discours aurait été tout autre si on n'avait pas signé Hendrickson quelques jours après l'affaire Ah, Crosby. C'est-à-dire, si on s'était est-ce qu'on va arrêté vrai au flop Crosby, j'aurais pas tenu le même discours ce soir. Mais il s'est très bien rattrapé en signant un edge rusher élite juste derrière. Ouais, parce que vous avez Du coup, failli on va. cramer des tours de draft quand même Ouais. avec cette histoire. Après, des tours de draft mérités. Vu le niveau de Oui, ah oui, Crosby ces oui, dernières années, mérité. on Mais est d'accord. je pense pas que c'est une histoire de pic de draft personnellement. Je pense que c'est une histoire d'oseille. Je pense que on avait entendu que Hendrickson pourrait arriver chez nous. Ils ont dû sauter sur l'occasion pour Max Crosby. Et là, d'un coup, tu as Hendrickson qui a dit bah moi je veux bien venir, mais pourtant, qui était bah du coup le prix qui est aujourd'hui, qui est je crois il y a 10 millions de différence entre le contrat qu'on aurait dû mettre à Crosby, à Hendrickson. Donc alors oui, on a fait chapeauter, je pense, pour des histoires à la con. C'est pas un bon move pour une équipe qui veut se faire passer pour une grande écurie de la NFL. C'est très moche. Ça peut Mais on porter peut. préjudice pour des joueurs qui auraient un jour envie de venir. Hein. Ah Après, oui, après, si je peux mais me c'est faire ça. encore l'avocat de DeCosta, Vas-y. Crosby est toujours chez les Raiders, il y a peut-être une raison. Après, ça se trouve, après, vu qu'on a annulé tout ça, il y en a beaucoup qui pensent que c'est à raison. On verra cette année. Oui, On verra surtout cette année ce qui va arriver. Mais du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette preview pour Baltimore. Sauf si Tom ou Dax, vous avez des choses à rajouter. Bah, je serais un bien mauvais contradicteur si je ne lançais pas une dernière pique à notre ami Allez,
évidemment. C'est la question qui fâche. Est-ce que Lamar sera un jour pour toi un quarterback historique, ou est-ce qu'en fait il restera simplement un immense joueur de saison régulière? Je vais te répondre très sincèrement. Et je sais que je vais faire grincer beaucoup de dents, mais pour moi, il est déjà un quarterback historique, même sans bague. Premier quarterback de l'histoire à avoir, enfin deuxième quarterback de l'histoire à avoir un MVP unanime. Il a déjà 2 MVP. Ce qu'il montre sur le terrain, ça n'a jamais été vu en NFL avant lui. Pour moi, il a changé le cours de la NFL quand il est arrivé. On ne joue plus pareil maintenant qu'on a Lamar Jackson en NFL. Donc, je pense vraiment que c'est un quarterback générationnel. J'espère qu'il va pouvoir le matérialiser avec des Super Bowls, au moins un Super Bowl, mais je lui en souhaite plusieurs. Et ouais, moi, je suis un immense fan de Lamar. On en a parlé cette année dans un des épisodes du Maître Corbeau podcast, mais il y a une sorte de narratif assez désagréable qui se crée autour de Lamar Jackson, comme quoi il était effectivement un running back quand il est arrivé en NFL, incapable de lancer, incapable de terminer un match de playoff, etc. Tous ces arguments qu'on voit revenir dans la narration des médias, ils se font démonter année après année. Et moi, je suis hyper confiant en Lamar Jackson. Je suis sûr qu'on aura un Super Bowl avant qu'il parte de Baltimore. Il a quel âge? 28, 29. 29. Ah, ça va. 29. 29? Ouais. Ça va, il a Ouais. encore quelques belles années devant lui, effectivement. Donc, Après, il peut le faire, mais il faut plus perdre de temps. il a quelques belles années. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il se concentre beaucoup sur la passe en ce moment. C'est qu'un QB mobile, ça reste Ça moins de dure moins temps qu'un. Ah oui, C'est ça. évidemment. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il se transforme un peu plus. Alors, loin de Il moi à il dire fera que pas c'est une un carrière pocket Flacco ou passeur. Brady. Hein. Ouais, loin de moi à dire que c'est un pocket passeur, mais j'ai l'impression qu'il essaye de Non. changer son archétype pour se diriger plus vers la passe. C'est peut-être pour ça qu'on lui a fait, qu'on a vu Derrick Henry arriver. C'est pour lui donner un vrai poids au run sans qu'il soit obligé de courir. Donc pour moi, c'est aussi ça. Pourquoi je pense qu'il s'améliore beaucoup à la passe, c'est qu'il voit les années défiler et qu'il les voit surtout arriver. Mais comme on dit, la trentaine, c'est à ce moment-là que t'as ton pic qui arrive en tant que sportif. Donc si avant c'était pas son pic, je veux bien voir cette année, hein, je t'avoue. Hein. Comme chaque année. Ouais, non mais c'est ça. Et puis l'an prochain, ça va être la même chose. Exactement. Jusqu'à sa fin de carrière. C'est ça qui est bien avec Lamar et avec les Ravens, c'est que chaque année, on va vous mettre de toute façon dans les 3-4 favoris. Mais tu sais, Bah Tom, oui. c'est pas faux ce que tu dis, parce que moi, c'est vrai que je suis la NFL depuis vraiment pas mal de temps. Et j'ai connu des années où on commençait la saison en se disant, bon, si on va en playoff, c'est bien, quoi. Depuis que Lamar est arrivé, l'objectif, c'est pas les playoffs. L'objectif, c'est Oui, plus. c'est d'aller, c'est Et au-delà. c'est ça. Et on est, enfin, moi, je suis Mm. très conscient d'être peut-être très amélioratif dans mon évaluation de Lamar Jackson, mais c'est vraiment un joueur en quel je crois énormément. Mhm. Non, là-dessus, ça se comprend vu Ouais, clairement. ce qu'il a montré. On lui espère plus que sa fin de carrière, lui dire que si on fait des passerelles au niveau des autres sports, c'est comme ils disent aussi là-bas, c'est un monstre sans bague. Ça me ferait chier qu'il parte à la retraite comme ça. Et ouais, Mais mais du coup, la NFL est remplie de joueurs hyper talentueux qui n'ont jamais pris une bague. Hein. C'est malheureux, mais bah, c'est Miles comme Garrett ça. pour l'instant. Hein. Ah bah non, parce que prochain Super Bowl, il la Ah, prend en fait. Hein. bah non, c'est celui des Baltimore cette année. T'es pas au courant? Ah non. Et l'an prochain aussi, du coup. Donc non, ça peut pas être celui des Rams, c'est celui de Baltimore. Faut choisir. Et quitte à choisir, je préfère l'un que l'autre. Hein. Ouais. J'aurais été déçu que tu dises le contraire. Ah bah écoute, hein, faut bien prêcher pour sa paroisse de temps en temps. Hein. Exactement. Et du coup, effectivement, bah c'est là-dessus qu'on va se quitter, je pense, sur ces derniers mots
pleine de sagesse. Merci à vous deux pour cette belle preview. Merci, un peu les gars. longue, je pense que un peu longue d'après Jo, je pense, mais c'est pas grave. C'est aussi ça le but, c'est de laisser aussi parler nos émotions et nos ressentis. Et il y avait pas mal d'émotions sur la saison dernière, fallait en parler. Maintenant, on clore le chapitre, on tourne la page et on verra ce que donne la saison 4. Donc maintenant, on va passer au au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce podcast ou ce live. Ça dépendra de comment vous le regardez. Merci du coup à mon confrère qui m'a suivi, même si ses pics sont encore mal digérés. Merci Tom de ta venue aujourd'hui. Avec plaisir. Et merci à toi, Mathis. Merci Dax. Merci à vous deux. Merci Dax d'être venu et d'avoir accepté. Et puis on espère aussi te revoir du coup sur tes réseaux sociaux et puis sur ton podcast Maître Corbeau du coup sur YouTube. Que YouTube du coup le podcast? Non, on est en vidéo sur YouTube et en audio sur à peu près tout ce qui se fait, sauf Apple, parce qu'on a un petit. Ouais, Ah bah Apple, bravo. c'est chiant. Ça fait 1 an que je le réclame. Super. Merci Dax. C'est cool. On fera une exception. On te l'enverra en cassette par la poste si tu veux. Ah super. Les VHS venus d'Amérique. J'adore. Merci. Ouais, c'est ça. Non, bon bah écoute. En tout cas. Bah je t'en prie Dax, hein, c'est normal. De toute façon, on peut. Il faut des abonnés. Enfin, il faut des invités d'exception pour cette preview d'exception. Donc c'est pour ça que nous avons choisi Dax aujourd'hui. Mais du coup, merci d'être venu pour ton premier podcast chez nous. J'espère pas le dernier. Et puis on croise les doigts pour toi cette saison et puis pour moi aussi du coup. Et on espère une bonne saison. Bon bah du coup, au revoir les gars. Merci. Salut les gars. Merci encore. Bonne saison.